monde et bienvenue dans notre super vidéo sur le biome de la forêt tempérée. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 et on est moi-même, Mélissa, avec Lou, Xavier et Daphné. Et on va vous présenter notre biome de la forêt tempérée. Si vous savez pas c'est quoi la définition d'un biome, selon Alloprof, un biome terrestre correspond à une vaste variété d'organismes vivants correspondant à une région climatique continentale. Pour notre méthode de recherche, en fait, on a divisé le travail en 6 sections. On est allé à la bibliothèque pour trouver nos sources en format livre. On a aussi fait nos recherches sur Internet, bien sûr. Comme mentionné au tout début de la vidéo, on vous conseille vraiment d'écouter notre vidéo avec des écouteurs pour favoriser votre écoute, puisqu'on a favorisé la forêt comme décor, vu qu'on a la chance d'avoir notre biome au Québec. Puis le son parfois peut être un peu plus difficile à déceler vu qu'il vente beaucoup dans quelques scènes, mais je sais que vous comprenez ça. Donc j'espère que vous allez apprécier notre vidéo et bon visionnement! Pour ce qui est de la situation géographique, tous les chercheurs ont une définition différente de ce qu'est le biome de la forêt tempérée. Par contre, nous avons décidé de choisir cette map-ci parce que c'est ce qu'on trouvait la plus concrète et la meilleure pour notre définition à nous. Donc, nous allons nous concentrer, nous, principalement sur l'Amérique du Nord. Par contre, il y en a sur tous les continents. Aussi, au Canada, il y a 70 000 km² de forêt tempérée. Donc, 3 types, soit la feuillue, la résineuse et la pluviale. Pour le climat de ce biome, nous avons des températures moins élevées que celui du boréal et plus froides que celui du tropique. Les précipitations de ce biome se situent entre 750 mm et 1500 mm par année. Pour le type de la forêt tempérée pluviale, par contre, ça peut aller jusqu'à 6000 mm de précipitation annuelle. Nous avons aussi des températures pour le mois le plus froid entre moins 3 degrés Celsius et 18 degrés Celsius. Pour le plus chaud, l'important c'est que ce soit au-dessus de 10 degrés Celsius. Pour ce qui est de la flore, nous avons dit plutôt qu'il y avait 3 types de forêts, soit la feuillue, la conifère et la pluvieuse. Pour ce qui est de la feuillue, nous avons les bouleaux, les chênes et les érables et les trembles. Ensuite, nous avons pour la conifère l'épinette et le pin. Pour la pluviale, nous avons des petits arbustes tels que le bleuet, conifères qui reviennent avec du lichen dessus. Toutes ces informations sont prises à partir du source de la Conservation de la nature du Canada. Pour ce qui est de la faune, nous avons 5 types d'animaux. Comme vous savez sûrement, il y a les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Dans les types de mammifères qu'on retrouve surtout dans la forêt tempérée, dans les gros, il y a les loups, les ours noirs, les chevreuils et les orignaux. Si je peux vous dire des petits faits saillants sur l'orignal, c'est qu'il peut plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur pour aller manger des plantes aquatiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, pour l'ours il peut courir jusqu'à 55 km/h, même s'il a l'air vraiment lourd et maladroit. Et le chevreuil, lui, il peut avoir de la difficulté à s'adapter en hiver, même si on le sait, il y en a beaucoup au Québec. Mais souvent, s'il y a trop de neige ou qu'il y a des couches de glace, ils vont se casser les pattes puis ils vont finir par mourir. Ou sinon, ils peuvent, pendant la période des rutes, ils peuvent se battre entre mâles pour avoir une femelle, puis ils vont se prendre dans leur bois. Ils vont peut-être mourir pris comme ça. Pour ce qui est des petits mammifères, on a le porc-épic, le castor et le lièvre. Qu'est-ce qui est intéressant sur le lièvre, c'est qu'il peut sauter jusqu'à 3 mètres, puis courir jusqu'à 45 km/h. Fait que presque autant que l'ours. C'est quand même impressionnant. Ensuite, pour ce qui est du porc-épic, il y a plus de 30 000 pics sur son dos, puis il peut s'adapter très bien à tous les types de forêts. On le retrouve surtout en Amérique. Et pour le castor, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'adapte vraiment bien à tous les types de forêts, puis aussi, on le retrouve même sur notre 5 sous canadien. Pour ce qui est des mammifères, je pourrais faire un cours de 1 session au complet, fait qu'on ne pourra pas aborder toutes, on n'a pas le temps. Les oiseaux, il y en a plus de 462 espèces au Canada, et c'est important de noter qu'il y en a 2 qui sont en voie d'extinction, sont la chouette et le hibou, et aussi le guillemot marbré. Et il y a aussi plusieurs oiseaux aquatiques, comme le canard, la bernache et l'oie. Pour les amphibiens, on a surtout des grenouilles, des salamandres et des crapauds. Les amphibiens, ils doivent avoir la peau tout le temps humide parce qu'ils respirent par la peau. Puis aussi, ils sont vraiment importants pour l'écosystème parce qu'ils ils mangent les insectes et eux se font manger par certains mammifères et poissons. Comme dans nos forêts tempérées, on a beaucoup de milieux qui sont humides, les amphibiens, on en a plusieurs.
reptiles. On en a plusieurs aussi, mais c'est surtout des tortues et des couleuvres. Finalement, pour les poissons, on a plusieurs espèces de saumons qui sont très importants. En fait, on a 5 espèces de saumons au Canada qui sont vraiment importants parce que eux, ils fraient puis ils pondent leurs œufs dans l'eau douce, puis ensuite ils s'en vont jusqu'à dans la mer, puis à leurs adultes, puis ils reviennent pour mourir en eau douce. Donc ça, quand ils meurent en eau douce, ça fait des bonnes ressources de compost pour nos forêts. Ils font une bonne partie de la nourriture des animaux et des mammifères dans les forêts tempérées. Bonjour, chers étudiants et chères étudiantes. Vous vous demandez sûrement, mais quand sont apparues les premières forêts tempérées? Eh bien, j'ai la réponse pour vous. C'était il y a de cela 10 000 ans, lors de la fonte des dernières glaces. Peu à peu, la glace s'est retirée d'Amérique. On a vu apparaître les premiers végétaux. Au début, c'était des petites mousses, des lichens de petite forme. Par la suite, les espèces de conifères ont réussi à proliférer parce qu'ils étaient plus aptes à des milieux humides. Il y a eu l'apparition du sapin, du mélèze, et c'est finalement, après cela, quand le climat est devenu légèrement plus sec, qu'on a vu apparaître les feuillus, comme le chêne et l'érable. Donc, à l'aide des sources produites par Jacques Rousseau et le gouvernement du Québec, on peut établir le portrait des forêts précoloniales, donc avant l'arrivée des premiers Européens. Ce qui les distinguait actuellement, c'est qu'à l'époque, les arbres avaient une longévité beaucoup plus importante. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient le temps de plus grossir. À l'époque, les tiges des arbres étaient beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les tiges, on les trouve qui sont plus fines dans les forêts. Par ailleurs, la forêt précoloniale, à la base, comportait environ une trentaine d'espèces de feuillus et une quinzaine d'espèces de conifères. La surface terrière, donc la distance qui sépare deux arbres, était beaucoup plus grande à l'époque, car les arbres prenaient plus de place. Comme vous vous en doutez, la forêt tempérée a évolué depuis l'époque précoloniale, notamment à cause de facteurs physiques naturels dont le plus important est le vent. En effet, le vent provoque deux phénomènes bien distincts. Le premier, c'est la trouée. Comment ça se définit une trouée? C'est simple, c'est de fortes rafales de vent qui vont aller affecter les arbres déjà malades ou légèrement blessés et qui provoquent leur chute soit en partie totalement sur d'autres zones. Comment la trouée a influencé l'évolution de la forêt? Eh bien, c'est parce que la chute des arbres ou de partie des arbres a fait que les zones sont devenues plus ombragées, évidemment, à cause que les arbres sont à côté sur d'autres ou ont couvert certains végétaux. Ça a eu deux effets. Les arbres qui sont favorables au développement dans l'ombre ont réussi à s'épanouir plus que les autres, puis les arbres qui le sont moins, eux, dans les zones où justement il y a eu des trouées, sont allés naître là, parce que le fait qu'il y ait plein d'arbres tombés a fait qu'il y avait plus de lumière pour eux, justement. Donc, il y a des zones hétérogènes partout dans la forêt tempérée où il y a des arbres concentrés qui sont plus favorables à l'ombre, et d'autres zones où il y a des arbres qui justement ne le sont pas. Là, on a un exemple parfait sous les yeux, fait qu'on va s'arrêter pour vous l'illustrer. Ça, c'est un magnifique exemple d'une trouée en forêt. On voit ici l'arbre qui a été touché par plusieurs maladies ou par des micro-organismes, ce qui a fait en sorte que sa structure est devenue plus faible, puis un fort vent a réussi à le briser. Puis, comme on voit, l'arbre, il se casse, puis il va avoir impacté beaucoup les autres arbres en créant, soit en faisant tomber d'autres dans sa chute, ou en influençant l'ombre. Vous voyez, la zone ici est moins ombragée, alors que là, elle va l'être plus. Un autre phénomène provoqué par le vent, qu'on n'entend pas du tout dans cette vidéo d'ailleurs, est les chablisses. Ça a l'air d'un mot bien compliqué, mais pour faire très simple, c'est quand un arbre subit un vent tellement fort qu'il finit par être déraciné au complet. Vous avez une image qui va apparaître. Ce que ça a pour effet de créer, c'est qu'il y a des zones où la Terre est renversée sur elle-même. Ça crée un nouveau microclimat où certaines plantes arrivent à mieux se développer, notamment ceux qui sont plus habitués à l'ombrage. Pour les autres phénomènes qui impactent la forêt, c'est des facteurs physiques naturels, on a les incendies qui, peut-être vont vous surprendre, provoquent pas tant d'effets sur l'évolution de la forêt. En fait, le rôle principal, les évolutions ont eu à travers le temps, c'est de favoriser les espèces d'arbres, notamment, qui ont une bonne résistance au feu ou qui ont des mécanismes solides de défense contre celui-ci. Autre phénomène impactant, ça a été le verglas. Cependant, attention, on parle pas d'un petit verglas, là. On parle d'un gros verglas comme la crise du verglas en 98. Ce genre de verglas-là peut faire en sorte que les arbres vont perdre des branches, qui vont se casser, puis vont être plus victimes des maladies, qui vont être plus affaiblis, puis aussi, fatalement, seront plus susceptibles d'être touchés par les vents. Évidemment, vous doutez que des facteurs anthropiques, donc reliés à l'humain, ont eux aussi provoqué des changements au niveau de la forêt tempérée. En effet, la forêt tempérée, c'est le biome, parmi tous les biomes, qui a été le plus développé par l'être humain. Donc, celui où on trouve le plus de villes, de champs, de routes, de toutes les créations humaines. Par conséquent, la densité de la forêt et sa superficie a beaucoup diminué. D'ailleurs, la qualité des sols a diminué à cause d'un phénomène qu'on appelle la compaction des sols. Très simplement expliqué, ça a pour effet, à cause de l'écrasement des sols provoqué par soit de l'agriculture ou tout simplement des grosses machines. Évidemment, vous vous dites bien que la déforestation a eu des impacts sur la forêt tempérée.
Aujourd'hui, on trouve juste 20% de ce que les forêts étaient à l'origine, donc des arbres qui sont apparus là, ça fait longtemps. Le 80% qui a été coupé a été replanté au fur et à mesure, mais le fait que les arbres aient changé, leur superficie ait changé, ça a beaucoup impacté sur l'environnement, les animaux qui vivent dans la forêt. Un autre problème aussi qui est relié à l'humain, qui a fait évoluer les arbres, c'est le fait qu'on a souvent brûlé les rémanents d'exploitation. Qu'est-ce que c'est un rémanent d'exploitation? C'est tout simplement les branches qu'on laisse dans la forêt d'un arbre qu'on ne veut pas. Exemple, on coupe un grand arbre, il y a des plus petites branches, comme l'image va apparaître, que eux, ça ne sert à rien en construction, donc on les fait brûler directement dans la forêt. Ça a pour impact de dégrader la qualité de plusieurs arbres des forêts. En effet, la transformation de beaucoup de forêts en champs d'agriculture pour favoriser ce qu'on appelle la monoculture a eu des gros impacts aussi sur la faune parce que la disparition de ces espaces-là a fait diminuer une certaine quantité de végétaux et donc la flore qui mangeait ces végétaux-là. Ça, en termes d'impact plus visible, ça a fait diminuer le nombre de grands mammifères comme l'ours, le lynx, le carcajou et le loup parce que leur nombre de proies avait diminué. Cependant, un des impacts qu'on peut noter sur la coupe forestière, c'est que ça a favorisé les espèces qui, eux, vivent au sein de clairières et de lisières. Parce que justement, la coupe en a provoqué plus. Finalement, ce que vous attendiez le plus, évidemment, puis ce qu'on se doute de ce temps-ci, c'est que le réchauffement climatique a provoqué toute une tonne de phénomènes climatiques qui ont changé l'évolution des forêts. On notera justement la hausse des phénomènes climatiques reliés au vent qui sont de plus en plus graves et de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Ce qui provoque, comme j'ai dit, une hausse des trouées et des chablis. Autre problème grave aussi, c'est la hausse des inondations. En effet, depuis le début du millénaire, on observe que leurs nombres sont de plus en plus fréquentes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de villes, de villages puis d'espaces habités par l'humain dans notre biome. Problème avec ça, c'est que l'eau des inondations touche les biomes, puis elle accumule plein de liquides qui corrompent sa qualité, comme l'essence. Cette eau-là contaminée va toucher la forêt, puis ça diminue vraiment la qualité des sols. Ça fait que les arbres poussent moins bien à cause d'eau malsaine. Ça influence beaucoup la qualité de la nourriture aussi pour la faune. Un exemple vraiment concret puis récent pour vous prouver ça, c'est, on peut prendre l'accident qui s'est produit à Mégantic. Justement, les liquides se sont déversés du train, sont touchés l'eau et l'ont contaminée, ce qui a eu pour effet notamment de impacter la faune qu'il y avait dans l'eau. Il y a eu une perte de poissons, une diminution. Puis aussi, ça a impacté la flore qui entourait le lac à cause que l'eau était contaminée. Ça a nuit à leur croissance. Un autre des impacts humains, c'est le réchauffement climatique qu'on provoque, évidemment. Ce que ça fait en sorte, c'est que les périodes de canicule sont beaucoup plus longues durant l'année, que les périodes de sécheresse aussi sont, donc le développement des arbres est moindre. Par ailleurs, la hausse du climat fait en sorte qu'il y a plus d'attaques d'insectes forestiers comme ceux qui vont apparaître à l'écran. Puis les études montrent que de plus en plus que le climat va augmenter, de plus en plus les attaques vont être récurrentes. Actuellement, c'est pas un problème pour nos forêts parce qu'ils font juste diminuer la vitesse de croissance des arbres. Mais si leurs attaques deviennent plus fréquentes, ça va peut-être mettre certaines espèces en danger. Un autre effet du réchauffement climatique, ça va faire en sorte que plusieurs arbres de la forêt tempérée vont monter de plus en plus haut dans les parallèles à cause qu'ils vont vouloir aller chercher une température qui est plus humide. Le fait que tout devienne plus sec va faire en sorte que ces espèces-là vont vouloir monter. Pareil, la qualité de l'air qui va diminuer va faire en sorte qu'actuellement, il y a beaucoup d'espèces d'arbres qui montent en altitude de plus en plus. On les retrouve moins au niveau du sol. On les retrouve plus en montagne désormais. Pour finir, il y a deux choses qu'on pourrait noter qui s'améliorent, si on peut dire, au niveau des forêts tempérées. Premièrement, à cause du réchauffement climatique, on dénote une croissance accrue des arbres. Il y a certains arbres qui poussent beaucoup plus vite qu'avant et qui deviennent plus gros, à cause justement qu'ils reçoivent plus d'énergie solaire. Deuxième point, qui est aucunement relié au réchauffement climatique cette fois-ci, c'est que suite au défrichement intensif qu'il y a eu vers 1900, les pays d'Amérique du Nord se sont rassemblés pour mettre en place des mesures pour protéger la forêt tempérée. L'impact de tout ça, c'est que de nos jours, le taux de croissance de la forêt est plus important que sa diminution en superficie. Donc, on s'enligne vers quelque chose de positif, mais ça reste tout de même que si on ne gère pas les impacts des réchauffements climatiques, comme Xavier va en parler, on aura beau planter autant d'arbres qu'on veut, ça ne change rien à la situation vers laquelle on s'enligne. Merci. Opportunités menaces anthropiques. Comme lui l'a mentionné, le défrichement à l'arrivée des colons ici est très important. Toutefois, ils vont continuer cette activité pour deux raisons. La première, pour avoir accès à des terres fertiles pour l'agriculture, et la seconde,
pour couper du bois pour réchauffer leur maison l'hiver. Pour la seconde raison, ça sera plus du défrichement par exemple, ça va plus être de la coupe sélective. Ils vont couper au départ seulement le pin. Et par la suite, en voyant qu'il en reste de moins en moins, ils vont plus regarder ce qu'ils vont couper, ils vont couper tout ce qui est devant leur chemin. Pour ce type de coupe, les Canadiens vont créer les camps de bûcherons. C'est comme dans la chasse-galerie. Par contre, ça va devenir de la coupe abusive au fil du temps. Et c'est les entreprises qui vont prendre le relais. Ils vont faire de la coupe dite à blanc, ce qui veut dire qu'ils coupent tout, qu'est-ce qu'il y a, même les petits arbres, pour pouvoir installer d'autres entreprises ou pour avoir du bois pour le domaine de la construction. Voici quelques statistiques concernant la forêt tempérée. Entre 1990 et 1995, nous comptions un peu plus de 30% de la forêt qui étaient dites matures ou anciennes. Ce qui signifie que les arbres étaient plus hauts de 7 mètres et que la croissance était constante. Ensuite, selon le géographe Christophe Magdelaine, plus de 80% de la couverture forestière originelle a été abattue ou complètement détruite. Finalement, l'activité anthropique faite sur ce biome menace la biodiversité de la flore, ce qui impacte finalement la biodiversité de la faune. Aujourd'hui, nous comprenons l'importance de ce biome et nous sommes un peu plus responsables face à celui-ci. Nous mettons même en place plusieurs organismes qui vont aider à la replantation des arbres ou à la conservation de la forêt. Par exemple, l'organisme Arbres Canada est là pour replanter des arbres partout dans le pays et jusqu'à aujourd'hui, il a planté plus de 82 millions d'arbres. Il y a plusieurs opportunités à ce biome, mais nous utilisons un peu massivement, sauf par contre celle de l'érable. Nous cultivons l'érable de façon juste et passive et elle émet très peu de pollution sur le territoire. Ah, vous êtes là! Donc, pour les appréhensions pour le futur de la forêt tempérée, on va regarder premièrement à court terme, puis après ça à plus long terme. À court terme, ce qu'on pourrait observer, puis qu'on observe déjà dans certaines régions, c'est qu'avec les émanations de CO2 de l'humanité, il y a un certain effet de dopage dans certaines espèces d'arbres. Les arbres qui absorbent le CO2 en absorbent une si grande quantité que leur taille pourrait doubler, ce qu'on observe déjà chez certaines espèces en ce moment. Pour ce qui est à plus long terme, on va observer deux aspects. Premièrement, la déforestation, puis les effets du changement climatique. Si la déforestation continue à son rythme actuel, on pourrait voir beaucoup d'effets très néfastes apparaître dans les prochaines années. Donc, premièrement, pour ce qui est de la déforestation, on sait tous que la déforestation a un rythme vraiment important, qui a un effet très néfaste sur les écosystèmes. Ce qu'on pourrait voir dans les prochaines années, si la déforestation continue à son rythme, premièrement, on pourrait voir un important déclin dans la biodiversité de la forêt, parce qu'on sait tous que dans la forêt, il y a énormément d'espèces à la fois végétales ou animales qui y vivent. Puis si on détruit leur habitat naturel, ben certainement, les espèces vont soit disparaître ou ils vont être obligés de migrer vers un écosystème qui leur est favorable. Sinon, on pourrait voir aussi une augmentation pour les risques de catastrophes naturelles. Premièrement, un exemple pour ça, dans une forêt, les racines des arbres, ils tiennent le terrain ensemble. Si on coupe et on arrache les arbres, ben, un risque qu'il pourrait avoir, c'est quand il y a des grandes tempêtes, des grandes pluies, on aurait beaucoup plus de risques de glissement de terrain qui serait néfaste pour, encore une fois, l'écosystème, pour les réserves d'eau, puis aussi pour la vie humaine s'il y en a proche. Donc, un autre effet qu'on pourrait voir, ce serait des inondations de certains espaces. Justement, quand il y a des grandes pluies aussi, il n'y a plus d'arbres ou de végétation importante pour ralentir, voire arrêter la pluie, il pourrait y avoir des plus grandes inondations, mettons dans des bassins versants beaucoup plus importantes. Puis, un autre effet qu'on pourrait voir, ce serait l'augmentation des risques de feux de forêt. Un autre effet néfaste qu'on pourrait observer, ce serait une baisse de ressources d'eau potable, parce qu'en fait, les forêts aident à reconstituer une nappe phréatique d'eau potable, puis dans le monde, 3/4 de l'eau potable se retrouve dans les bassins versants forestiers. Un autre effet qu'on pourrait observer, ce serait une baisse d'oxygène environnante, parce que, on le sait, les arbres absorbent le CO2, rejettent de l'oxygène. Donc, si on coupe des arbres, il y a moins de machines de régénération d'oxygène. Donc, il pourrait y avoir une baisse de l'oxygène environnante, ce qui pourrait être néfaste pour certaines espèces qui habitent dans les forêts. Et finalement, un dernier effet de la déforestation, tout simplement, ça accélère le réchauffement climatique planétaire parce que les arbres absorbent le CO2, donc moins d'arbres, plus de CO2 dans l'atmosphère. Puis aussi, les arbres, les forêts, ils servent d'isolant thermique à la Terre, puis ils aident à rafraîchir ce qu'on appelle le sous-étage forestier, donc le sol, tout ce qui est sous la cime des arbres. Puis on observe généralement que dans les forêts,
la température est approximativement 4 degrés Celsius plus fraîche qu'en dehors de la forêt. Donc, si on rase les forêts, ben, il y a certaines espèces qui ne pourraient pas survivre à cette haute température-là. Donc, pour ce qui est des effets du réchauffement climatique, qui va être vraiment l'aspect le plus important pour le futur des forêts, premièrement, avec le réchauffement planétaire, on va voir une acidification des sols, ce qui fait que certaines espèces de végétaux auront beaucoup plus de misère à survivre, voire n'y arriveront pas. Et également, on va voir une augmentation de ce qu'on appelle le stress hydrique des arbres. Donc, le stress hydrique, c'est quand les arbres ont besoin d'eau dans le sol, mais qu'ils n'en ont pas assez. Donc, on va voir une augmentation de ça parce que, ben, on voit une baisse des réserves d'eau avec le réchauffement climatique. Donc, beaucoup plus d'arbres vont avoir de la misère à avoir la quantité d'eau requise pour survivre. Ce qu'on pourrait voir aussi comme changement au niveau de la forêt, c'est une grande, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est une grande augmentation des risques d'incendies forestiers. Parce que ce qui se passe, c'est que avec la hausse générale de température, il y a une plus grande évaporation de l'eau qui est dans le sol, donc le sol est beaucoup plus sec. Et de plus, ben, vu que le sol est plus sec, les périodes de sécheresse qu'on voit souvent en été sont plus longues qu'avant, donc les risques d'incendie sont plus élevés de base. Donc, comme on a pu l'observer juste l'été passé avec des incendies qui ont été soit créés par l'homme ou qu'on pourrait observer par exemple avec la foudre qui frappe un arbre. Puis ce qu'on pourrait voir avec un incendie forestier, mais premièrement, ce serait une importante perte de biodiversité. Je veux dire, les animaux en survivraient probablement pas, beaucoup d'espèces végétales non plus. Puis ce qu'on pourrait voir après ça, c'est que le sol, il n'est plus clément pour plusieurs espèces de végétaux. Donc la végétation environnante va changer. Et peut-être même, si le feu est assez important, on pourrait voir complètement une disparition de la végétation dans cette zone-là, ce qui ferait une forme de désertification. C'est un hélicoptère! C'est impressionnant. En tout cas, donc la dernière conséquence qu'on pourrait observer dans les forêts à cause du réchauffement climatique, ça va être une augmentation du nombre d'insectes. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque les hivers vont se faire plus courts puis moins froids, il va y avoir une baisse de la régulation de certaines espèces de parasites ou d'insectes qui normalement seraient en hibernation pendant l'hiver. Donc, vu qu'il va y avoir plus d'insectes, ben, à ce moment-là, ben, ça augmente premièrement la défoliation des arbres. Donc, les insectes qui mangent les feuilles, ben, puisqu'il y en a plus, on va avoir une perte du volume de feuilles. Et aussi, ça augmente beaucoup le risque d'épidémie, parce que quand il y a des insectes ou des parasites qui transportent des épidémies, ben là, s'il y en a plus, ben, des épidémies qui s'attaquent soit aux animaux ou à la végétation vont augmenter. Puis des épidémies d'arbres, ben, s'il y a beaucoup d'arbres qui meurent, ben, l'arbre mort après, ça revient encore aux incendies. Un arbre mort, ça a beaucoup plus de chances de prendre en feu. Donc, s'il y a une épidémie d'arbres, la zone est encore plus propice à un feu de forêt et donc catastrophe naturelle, puis le cycle continue. Mais tout espoir n'est pas perdu. On peut encore sauver les écosystèmes, puis les efforts de chacun comptent. Donc, ce qu'on veut faire pour sauver les écosystèmes, adopter des meilleures habitudes de vie les plus vertes possibles, essayer de réduire votre empreinte écologique. Et avec ça, si on se met tout ensemble, ben, on s'assure un avenir beaucoup plus radieux, comme ce magnifique soleil. En conclusion, notre biome a 3 types de forêts, puis son écosystème est vraiment varié. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, comme on a dit au début de la vidéo, notre biome est sur tous les continents, et donc son écosystème varie en fonction des climats de chaque continent et de chaque espace qu'il occupe. Pour ce qui est du Canada, la superficie de la forêt tempérée est de 70 000 km² et son bois est d'excellente qualité, c'est parfait pour le travailler. Pour la faune, ben, elle est très variée. Puis il y a plusieurs variétés d'animaux, puis on a la chance en plus de pouvoir les voir puis les observer parce que c'est dans notre propre pays. Pour ce qui est de l'évolution, c'est surtout la biogéographie qui évolue. Certaines espèces de la faune et la flore diminuent à cause de la pollution des hommes. La coupe forestière et le défrichement ont été abusivement pratiqués entre le 19e et le 20e siècle, mais nos traitements envers le biome s'améliorent de peu à peu. Ce qui est certain, c'est que notre biome de la forêt tempérée, il recèle beaucoup d'opportunités, dont le sirop d'érable et son bois d'œuvre.
Le futur s'annonce vraiment rude pour tous les biomes en particulier, mais le nôtre aussi. Si la déforestation et le réchauffement climatique continuent à ce rythme actuel-là, les conséquences pourraient vraiment être désastreuses. Par exemple, les catastrophes naturelles pourraient vraiment augmenter en intensification et en fréquence. Cependant, on pourrait le contourner si on diminue les effets du réchauffement climatique. On vous dit merci de nous avoir écoutés, puis on espère que vous avez apprécié et que ça vous a instruit. Bye! Donc, pour ce qui est de l'activité GeoWeb présentée en classe, donc on a le document ici qu'on va remettre aux élèves. Donc, le document commence, on a une mise en contexte. Donc, ici, la mise en contexte, c'est qu'un historien géographe, du nom de Felixio Antonio de la Simono, qui a perdu la mémoire et qui a besoin de l'aide des élèves pour retracer certains éléments sur une ligne du temps. Et ça, c'est la première partie, la première activité du travail en classe. En fait, on a ici une base d'événements. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Les élèves doivent placer ceux qui sont vrais sur une ligne du temps qui est séparée du passé à aujourd'hui et du futur, donc pour les appréhensions pour le futur. Donc les élèves doivent trouver lesquels sont véridiques et les placer. Par la suite, l'activité numéro 2, on a trois mises en contexte sur UMAP. Donc les élèves vont devoir se rendre sur le lien UMAP et compléter l'activité. Donc, par exemple, la première mise en contexte, on a mis sur la carte UMAP un point où on a un point qui représente le point de départ d'un feu de forêt avec un polygone qui détermine où le feu de forêt se propagerait aujourd'hui. Donc, les élèves doivent se rendre sur le lien, trouver le point et faire un polygone qui démarquerait la zone de propagation si le feu partait du même point, mais en 2060. Donc, ils doivent faire le lien avec ce qu'ils ont appris dans la vidéo et le mettre dans UMAP. Par la suite, ils prennent une capture d'écran et ils le mettent dans leur document sur ordi. Donc, ils font ça pour les 3 mises en contexte. Donc, pour ce qui est des connaissances nécessaires des élèves, les élèves doivent bien avoir compris le rapport scientifique ainsi que la vidéo qu'on a fait dans ce monde pour pouvoir appliquer les connaissances. Toutes les connaissances nécessaires pour les activités sont dans la vidéo. Et pour ce qui est du professeur, même chose, il doit avoir compris le rapport de vulgarisation scientifique ainsi que la vidéo, mais aussi le professeur doit avoir une certaine base de UMAP parce que bien qu'on a les étapes pour accéder à UMAP et l'utiliser, si jamais il y a un bug avec un élève, ben, il faut que l'enseignant puisse l'aider à retrouver son chemin. C'est pas mal ça pour l'activité. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. J'oubliais, message aux élèves, vous qui allez lire cette activité très bientôt. Felixio Antonio Simono, c'est un homme en or, puis il compte sur vous. Ne le laissez pas tomber. Et si vous savez pas c'est quoi un biome, c'est... c'est quoi un biome? Ça correspond. J'ai les mains résineuses. Un break. Également... Hey, sérieux là.